Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue, l'actualité de cette fin de semaine. Alors je vais garder 3 sujets pour ouvrir l'émission. Faut-il revenir à 3 opérateurs pour sauver les investissements, les capacités d'investir dans les réseaux de téléphonie? Arnaud Montebourg l'a une fois de plus répété, c'était hier devant la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. La deuxième question du jour, c'est le petit théâtre des 3%. Alors Michel Sapin est à Washington, où il y a tous les grands argentiers, la Banque mondiale, le FMI, le G7, le G20 Finance. Et il dit, non, attendez, on maintient bien en France l'objectif d'arriver à 3% fin 2015. Et il dit, j'ai affirmé qu'il fallait rediscuter le rythme, mais rediscuter un rythme, ça ne veut pas forcément dire ralentir le rythme. Sous-entendu, on l'aurait donc mal compris, notre nouveau ministre des Finances, voilà. Et le troisième sujet du jour, et après l'Allemagne paiera, on se demande si c'est la BCE qui paiera. Et décidément, ils sont tous d'accord, le FMI, la Banque mondiale, le G7, le G20, tous d'accord pour dire qu'il y a un risque de déflation et que désormais, eh bien, il faut autoriser la BCE à utiliser tous les outils qu'elle n'a jamais utilisés pour remettre à flot le système et donc y compris titriser de la part des banques des créances d'entreprises qui seraient évidemment reversées dans le giron de la BCE, histoire de financer l'économie. Pour évoquer tous ces sujets, Charles Gave, bonjour. Vous êtes président de Gave Cal Research, vous avez écrit de nombreux ouvrages, alors j'ai retenu L'État est mort, vive l'État chez Bourrin Éditeur, Libéral mais non coupable chez Bourrin Éditeur, et puis il y avait Les Lions dominés par des ânes. Menés par des ânes, voilà. C'était, je sais plus chez qui c'était ça. Ça c'était chez Lafon. Lafon, voilà, et c'était en 2003. Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Chef économiste d'Orel BGC, Bruno Vandrip, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'AvantQuest Software, du collège éditeur de logiciels au Syntec Numérique et membre fondateur de Croissance Plus. Est-ce qu'il faut 3 opérateurs pour être sûr d'être en capacité d'investir dans les réseaux, Bruno Vandrip? On a l'impression qu'à 4 opérateurs, c'est mort, qu'à 3 opérateurs, tout va bien. Bon, déjà, il y a une première réaction que j'aurai immédiatement, c'est de dire, c'est quoi cette histoire que l'investissement est lié au nombre d'opérateurs? Elle est liée aux capacités d'investissement et à la stratégie d'investissement menée par un opérateur à l'instant T. On ne va pas, par exemple, comparer la situation numérique câble rachetant SFR avec une dette absolument gigantesque. Donc on a un LBO super leveragé. Bon, on sait très bien qu'ils vont jamais investir un rond. Voilà, c'est tout. Ils pourront pas. Tout simplement parce qu'ils ont le service de la dette. Le problème n'est pas le nombre d'opérateurs. Il pourrait être 19 opérateurs s'il y en a qui investissent. Donc je trouve que cette notion de 3 ou de 4 opérateurs n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est les capacités d'investissement, la capacité à générer du profit et la capacité surtout à innover derrière. Et je peux vous dire que, de mon point de vue, ça reste mon point de vue, je suis toujours absolument fasciné par ces politiques, quels qu'ils soient, qui veulent encore une fois refaire des mécanos industriels, pensant qu'ils savent mieux que les chefs d'entreprise eux-mêmes, ce qui convient de réaliser. C'est pas parce que Arnaud Montebourg était présent que il y a des fris se sont créés, je crois. Je pense que c'est quand même le fruit de l'initiative privée, de l'initiative individuelle. Qu'il avait salué d'ailleurs en début 2012. Il avait dit que Free avait fait plus que Nicolas Sarkozy en 5 ans pour le pouvoir d'achat. Donc je terminerai sur un point, je terminerai en disant l'État n'est pas là pour se substituer à l'initiative privée, elle est là pour éventuellement la soutenir et la laisser se développer. Donc on est dans le paradoxe d'ailleurs du numérique, parce que le numérique en général, c'est le fruit de l'initiative privée, le développement du numérique est le fruit de l'initiative privée, mais le numérique a quand même besoin que l'État ne mette pas de bâton dans les roues. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de l'État, mais non pas pour le subventionner, pour ne pas mettre de bâton dans les roues. Donc moi je suis très sceptique, toujours très inquiet, quand un ministre, quel que soit son talent d'orateur, décide à la place, je dirais, des usagers et à la place des entreprises, combien il nous faut d'opérateurs. Charles Gave, quel est le crédit que vous accordez à l'observation faite par Arnaud Montebourg avec l'apparition de Free et le fait que nous soyons arrivés à 4 opérateurs? Sa logique est de dire, le fait d'avoir 4 opérateurs a provoqué une guerre des prix sans précédent. Cette guerre des prix sans précédent a obligé tous les opérateurs à s'aligner sur celui qui faisait le plus petit prix. Moralité, les marges de ces opérateurs fondent et comme les marges de ces opérateurs fondent, ils suppriment des emplois et comme leurs marges fondent, ils ont de moins en moins d'argent pour investir dans les réseaux et nous avons besoin des réseaux. Donc la concurrence nuit aux marges et aux capacités d'investissement. Monsieur Montebourg est un parfait représentant de l'école française qui veut que l'on favorise toujours la production au détriment de la consommation. C'est-à-dire que monsieur... Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire une chose toute simple, si vous voulez, c'est que le but de l'économie, c'est que les gens consomment. Et donc, pour qu'ils consomment, il faut que le prix des produits qu'ils achètent baisse. Donc la baisse
de coût des opérations dont vous faites pas état, ça veut simplement dire que les gens ont plus d'argent à dépenser ailleurs. Et s'ils ont plus d'argent à dépenser ailleurs, ils peuvent aller plus au restaurant, ils peuvent aller faire plus de choses avec. Donc c'est une imbécilité considérable. Monsieur Montebourg est un juriste, il peut pas reconnaître probablement un téléphone d'une machine à laver, et il est complètement incapable de prendre une décision sur des sujets aussi importants que ça. Je ne connais pas d'autres pays au monde où il y a un ministre qui s'occupe de ce genre de truc, de savoir combien d'opérateurs il doit y en avoir. Ça n'existe pas. Sa logique est de dire que peut-être... C'est la Corée du Nord. Peut-être qu'on libère de la consommation, mais en libérant de la consommation, on plombe les marges des opérateurs et du coup, ils n'ont pas l'argent pour développer les réseaux au débit. Les gens qui ont des restaurants feront des investissements. Qu'est-ce qui prouve que les investissements dans le numérique est meilleur que les investissements dans le cash? Il y a un bon et un mauvais investissement. En tout cas, vous avez... Donc il est capable de repérer les bons investissements contre les mauvais investissements. C'est pas un restaurateur qui va vous faire un réseau au débit, hein. Il y a quand même des exemples, d'erreurs d'investissement, il faut quand même le souligner. Il y a eu quand même des entreprises qui ont sous-investi. Par exemple, on voit dans le chemin de fer, en Angleterre, il y a eu un sous-investissement malgré une concurrence exacerbée. Je vous signale que les sous-investissements avaient été faits. Laissez-le terminer, Christian Parizeau. Pas ensemble. Dans le cas des télécoms, c'est quand même un secteur hyper réglementé. On ne peut pas faire plus réglementé. D'ailleurs, l'État a un rôle à jouer dans les télécoms. Il a un rôle. Et pourquoi? Parce que c'est comme si vous construisez, si vous n'avez pas d'autoroute, vous n'aurez pas de voiture. Donc il nous faut l'autoroute pour après développer tout ce qui va derrière, l'automobile et tout plein d'autres secteurs. Pour les télécoms, il nous faut très clairement des réseaux haut débit pour après développer des services. Donc c'est important, moi je trouve que c'est important que l'État français impose des obligations d'investissement, de couverture et évite qu'il y ait des zones qui ne soient pas couvertes. Ça c'est une obligation que doit mettre en place l'État. Mais après, soit on est dans un système de monopole avec un France Télécom qui est monopolistique et qui gère ses investissements, soit on dit on ouvre à la concurrence. À partir de là, on fait des contrats identiques pour tous les opérateurs et quel que soit, on laisse le nombre d'opérateurs. Il y en a qui vont mourir, d'autres qui vont vivre, d'autres qui vont réussir, d'autres pas. Mais in fine, s'ils ont tous les mêmes contraintes, les investissements seront réalisés et après, c'est loi du marché et c'est à eux de fixer leur marge. L'État fixe un objectif d'investissement et laisse ensuite le marché réguler. Voilà. Oui, allez-y, Bruno Vendry. Bon, d'abord, il y a deux, trois choses. Très vite. Premièrement, ne confondons pas le problème du haut débit qui applique des déploiements de fibres, c'est l'État, et là, il peut demander des investissements, au déploiement d'antennes GSM et autres qui sont du ressort des opérateurs et qui peuvent parfaitement décider d'en mettre plus, d'en mettre moins, d'investir plus ou d'investir moins dans le déploiement de leur réseau. On avait quand même obligé Free à avoir absolument une ouverture. Absolument. Il y a d'abord eu un débat là-dessus, ça c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que moi j'aimerais qu'on remette ça en perspective, parce qu'on peut avoir le débat à l'infini. Je voudrais rappeler que moi je suis dans la technologie depuis pratiquement 30 ans, d'accord? Donc moi j'ai connu France Télécom d'avant. J'ai connu les gens qui faisaient la queue pendant 1h30 pour avoir un téléphone fixe. Donc il faut quand même remettre les choses à leur juste place. Grâce à cette concurrence dans la téléphonie, des millions et des millions de gens ont accès aujourd'hui à des prix qui sont parfaitement compétitifs sur le plan européen, ce qui n'est pas le cas, sauf quand on se déplace à l'étranger où ça reste honteux, mais en France à des prix parfaitement compétitifs, à des services de communication d'une très grande qualité, qui leur permettent d'avoir, pour des prix modiques, même la possibilité de voir des vidéos sur leur smartphone, d'accord? Tout cela dans une concurrence qui s'est organisée. Que suite à cela, et que suite à cette, comment dirais-je, explosion de technologie et d'innovation, certains opérateurs tirent leur épingle du jeu et d'autres finissent par mourir dans le cadre de la destruction créatrice, pour que encore d'autres qui seront sur des nouvelles technologies qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui viennent les remplacer. Mais c'est normal, c'est juste normal. Et je rappelle que le concept même du numérique et de l'innovation technologique, c'est basé sur le fait qu'un clou chasse l'autre. De nouvelles technologies arrivent, de nouvelles innovations arrivent, et c'est comme ça. À ce propos, d'ailleurs, à ce propos, je rentre de Suède. En Suède, si vous voulez, plus personne n'utilise les réseaux payants pour peu que vous ayez accès à un réseau, un réseau Wi-Fi. Réseau Wi-Fi. Donc vous avez des systèmes comme Viper, comme Skype, etc. Et donc, M. Montebourg semble croire qu'il ne va pas y avoir de changement technologique dans les 5 ans qui viennent et que les investissements qu'il va faire, qui seront énormes, ils seront peut-être complètement obsolètes la semaine d'après. Je n'en sais rien, puisque monsieur vient de dire, il a parfaitement raison, qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans la technologie dans les 3 ans qui viennent. Après, quand la technologie permet à tout le monde d'accéder gratuitement à l'ensemble des services, il y a bien un moment où il faut générer de la richesse. Oui, alors Nicolas, moi, regardez les modèles économiques des... Nicolas, j'ai été confronté à ça. Ouais. Sur AvantQuest, je vendais du logiciel à la Fnac, chez Office Depot, chez Staples. Pour 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on avait quasiment 65 millions à 70 millions d'euros de ventes, je dis bien de ventes,
entièrement en licence logicielle que les gens achètent sur des boîtes pour 30 ou 40 euros. Vous savez que ce marché a quasiment complètement disparu. Il s'est littéralement effondré. Et bien sûr, 4 années, 5 années, ça a coûté cher, ça a été difficile. Beaucoup de mes concurrents et autres ont disparu. Nous, on a retrouvé plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en allant sur Internet, mais non pas en mettant simplement les mêmes logiciels sur Internet, mais en faisant une offre et une façon d'accéder aux services que nous proposions sous la forme d'un logiciel, sous une autre forme. C'est tout. Pas gratuite, Bruno. Et pas gratuite. Ben oui, pas alors gratuite. que d'autres, mais j'y viens, alors que d'autres ont essayé de le faire en gratuit et ils ont dû se rémunérer par la publicité. Tous les modèles existent. Nous avons réussi à trouver plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'est pas gratuit. D'autres ont fait des modèles avec de la publicité ou du freemium gratuit. C'est du ressort des entreprises de trouver la solution au changement de marché, point barre. L'idée que l'État puisse réguler la technologie me fait hurler de rire. Ça, j'admets que effectivement, il y a un petit problème. Ça me fait hurler de rire. Est-ce que vous êtes ému, juste en quelques mots, de l'arrivée du jeu de chaises musicales auquel nous assistons entre le directeur général de la Caisse des dépôts et le secrétaire général de l'Élysée? L'un remplace l'autre, qui remplace l'autre, et ils sont tous issus de la promotion Voltaire de l'ENA, la même que François Hollande. Ça provoque un peu d'émotion à la Caisse des dépôts de voir arriver Pierre-René Lemas comme ça, du fait du prince. Le plus frappant sur la promotion Voltaire, c'est que Ségolène Royal a accepté que le président de la République soit de la promotion Voltaire aussi. C'est une plaisanterie. Non, ça pose aucun problème. Non. Sans plus. Écoutez, on passe à autre chose. Christian Parizeau, le petit théâtre des 3%. Il se moque de nous, Michel Sapin. Enfin, le président de la République a laissé entendre qu'on allait voir avec Bruxelles si les 3% fin 2015, ceci, cela. Manuel Valls l'a à nouveau répété lors de son discours de politique générale. Michel Sapin, son premier acte politique a été de dire il va falloir rediscuter le rythme. Et là, il est à Washington devant des gens qui vivraient assez mal le fait que la France reconnaisse ses incapacités. Et donc, il confirme qu'on sera à 3% fin 2015. C'est 2,8 d'ailleurs l'objectif. Et il dit rediscuter le rythme, ça veut pas dire le ralentir. Non mais attendez, je sais pas, enfin, il nous prend pour des gogos. Oui, alors il a aussi beaucoup de variables d'ajustement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2015, qu'est-ce qu'on sait sur 2015 ? Quelle est votre prévision de croissance sur 2015 ? Aujourd'hui, je peux la remonter de 0,1 point. Je peux bricoler des économies sur la sécurité sociale pour 2015. C'est le poste qu'on maîtrise le moins finalement. On ne sait pas combien on va faire de déficit sur la sécurité sociale. Alors, on peut dire on va faire des réformes. On va mettre en place le médicament générique qui va économiser tant. Et puis à la fin, en 2015, on va s'apercevoir, bah mince, on n'a pas fait les économies qu'on anticipait. Il y a quand même beaucoup de variables d'ajustement. Plus bêtement, l'inflation. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous projetez sur l'inflation? Donc il y a plein d'hypothèses aujourd'hui économiques que l'on paie, ils ont des variables d'ajustement. Et puis surtout, ce qui est très important... Et quand vous dites variables d'ajustement qui permettent aujourd'hui de laisser penser qu'il est encore possible d'arriver aux 3%, c'est ça? Un point important aussi, c'est que dans ce qu'on nous a promis, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le timing de réalisation des économies, des baisses de charges. On nous a promis à horizon de tant d'années, mais finalement on ne sait pas est-ce que ça va être fait en 2015, 2016, 2017, et ça change tout complètement selon vos hypothèses, selon ce que vous mettez en place. Alors toute la question c'était, est-ce que le gouvernement français rentrait, je dirais, face à l'Europe tout seul en disant on demande une année supplémentaire de délai, et j'ai l'impression que là ils se sont sentis un petit peu isolés avec l'Italie qui a dit non, nous on va respecter. Les Italiens, y aller tout seul, c'était à mon avis un peu suicidaire. Donc je pense qu'on va essayer plutôt d'arranger les projections économiques, de faire un peu passer tout ça, et puis on va essayer de faire passer quelque chose qui tienne, mais encore une fois avec beaucoup d'incertitudes dans le timing de la mise en place et dans les économies. Juste pour bien comprendre ce que vous voulez nous dire, essayer de faire passer tout ça, ça veut dire faire passer l'idée qu'on peut y arriver ou qu'on pourrait y arriver, ou l'idée qu'on peut y arriver et qu'effectivement c'est réellement possible. Moi je pense qu'on peut faire un budget en mettant 0,1 point de croissance par-ci, un peu plus d'inflation par-là, en mettant une hypothèse sur les recettes de TVA par-ci. Oui, mais ça c'est que de l'hypothèse. Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est crédible d'imaginer qu'on est à 2,8 fin 2015 par rapport à fin 2013? On sera à 3. Par rapport à fin 2013, il nous faudrait 30 milliards. Oui, mais je pense que on peut toujours le dire. Est-ce qu'on le fera? Ça sera autre chose. Mais je pense qu'on peut faire un budget qui tienne entre guillemets la route vis-à-vis de Bruxelles en disant on met tout ça en place. Et puis après, je vais vous dire tout bêtement. Je vous fais une hypothèse. Il y a des baisses de charges, ça relance l'économie française. Donc la baisse de charges, j'ai derrière plus 0,1% de croissance. Bah, vous allez m'attaquer là-dessus. Vous allez dire à Bruxelles, vous êtes plein
vous m'avez dit la dernière fois, je faisais pas assez pour améliorer la compétitivité des entreprises. Là, je fais une mesure de compétitivité, vous êtes bien obligé de en tenir en compte sur ma croissance. Donc c'est une négociation. Ouais. Mais après, on fera un plan. Mais ce qui est très important, c'est que je pense que politiquement, Bruxelles nous aurait jamais donné l'aval pour que la France ait de nouveau un report d'un an. Et je pense que c'est peut-être ça le changement de discours, c'est que politiquement, c'était pas tenable vis-à-vis de Bruxelles d'annoncer que la France allait de nouveau avoir un report. Donc on va faire tourner les modèles, on va faire quelque chose. À mon avis, je peux peut-être me tromper, mais à mon avis, ça va être ça. On va faire quelque chose de présentable. Et puis après, on verra en 2015 si on est à 3 ou à 3-2 ou à 3-3, quoi. Mais on le verra in fine. C'est ça, on va essayer effectivement de faire le... à la mi-2016. Ouais, on va faire le storytelling d'un retour à meilleure fortune en ayant au fond du cœur l'idée que c'est quand même super chaud pour y arriver, mais voilà, on sauve la face. Bruno Van Riebe, juste un point. Sur les 3%. Ça a été dit, je voulais quand même insister là-dessus. La déclaration de Michel Sapin, c'est entièrement et totalement une réaction par rapport à ce qu'a dit l'Italie. C'est tout. C'est de la politique. Je veux dire, c'est absolument pas quelque chose qui a été maîtrisé. On ne pouvait pas décemment, étant la France, dire que l'Italie dit non, mais nous, on n'a pas besoin d'aller négocier quoi que ce soit, tout va bien pour nous, et se mettre toujours dans la logique que les pays du Sud, c'est nous, et on n'est pas avec les pays du Nord. Donc, politiquement, il n'avait pas le choix. Donc ça, c'est un premier point. Donc, quelle que soit la crédibilité. Deuxième chose, moi, j'ai envie de rappeler quelque chose, que je suis pas spécialiste sur 3%, 3,2, 3,3. C'est qu'on est en train de parler de respecter quoi comme critère? Un critère qui est déjà un déficit. C'est-à-dire que même si on est à 3%, à raison de tous les ans, systématiquement, avec un écart par rapport à la croissance, on continue à creuser le trou. Je voulais juste dire que même quand on est à 3%, c'est quand même pas la fête, quoi. On rappelle que 3%, ça fait 60 milliards d'euros de trous. Oui. Et aujourd'hui, avec notre charge de la dette, on est encore en déficit structurel à 60 milliards, puisqu'on a une charge de dette de 50. Donc c'est ce qui me semble quand même assez important. Charles Gave, comment vous regardez le petit théâtre des 3%? On le vit régulièrement. On a eu 2 délais déjà. On s'apprête peut-être à essayer de pas en avoir un 3e en jouant sur des curseurs comme sur une table de mixage. Mais écoutez, tout ça, c'est de la politique sans aucun intérêt. Ah ben non, il y a 2 choses qui m'intéressent. C'est la crédibilité du pays, sa solvabilité, tout le tralala derrière. Vous me dites, tout le monde parle du déficit. Si je regarde l'augmentation de la dette chaque année et que je la compare au déficit, à peu près chaque année, j'ai un delta de 10 à 12 milliards que je ne m'explique pas. C'est-à-dire que la dette augmente de 10, 15, 20 milliards de plus que le déficit annoncé, alors que normalement, le déficit, c'est la somme des dettes passées. Donc, on réussit à faire passer en dehors du radar le tiers du déficit. Disons qu'il y a le déficit de la CADES, qui effectivement vient alourdir. C'est financé par l'État. Je vois par exemple que la Banque de France est en train de financer toutes les déficits de la sécurité sociale. Elle achète les effets, elle finance à fonds perdu, elle est en train de financer. Donc exactement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Banque de France a le droit d'acheter des effets émis par les caisses de sécurité sociale, toutes ces caisses qui appartiennent à l'État? Est-ce que c'est pas un financement du déficit par la Banque de France? Est-ce que la Banque de France a le droit d'émettre des euros? C'est ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les masses monétaires? Christian Parizeau, c'est l'eurosystème, ce que décrit Charles Gave. Oui. En fait, normalement, la seule qui avait le droit d'acheter des effets, c'était la BCE. Il semble que les banques centrales locales, maintenant, aient le droit d'acheter des effets émis par les États locaux, ce qui est une rupture totale du pacte de départ. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer exactement dans la masse monétaire? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre comment l'État français, la Banque de France, a le droit d'acheter des effets émis par la Sécu. En un mot, Christian Parizeau, la Banque de France, elle est en dehors des clous en ce moment par rapport à ce positionnement vis-à-vis du financement social? C'est sur autorisation, c'est accordé, c'est surveillé, ça fait partie des interventions de liquidité. Je suis pas sûr que ce soit un phénomène massif. Par contre, là où je vous rejoins, il y a un indicateur qu'on devrait tous regarder, c'est finalement le ratio dette sur PIB. C'est peut-être celui-là le plus important. C'est combien j'ai de dettes et combien j'ai de revenus, puisqu'on va dire que les recettes de l'État, c'est un alpha de la création de richesse. Donc c'est peut-être pas le déficit le plus important, c'est de dire est-ce que le ratio dette sur PIB continue d'augmenter. J'aimerais dire quelque chose ici. C'est là qu'on voit qu'un ménage est surendetté ou pas. Donc c'est là qu'on voit qu'un J'aimerais dire très vite, Charles Gave. Très bien. La dette, c'est un stock, le PIB, c'est un flux. Oui. Comparer une dette et un flux, c'est une erreur intellectuelle. Vous devez comparer la dette, soit le service de la dette au flux, soit la dette au stock de richesse. Mais vous ne pouvez pas comparer une dette et un flux, ça ne veut rien dire. Et de toute façon, on n'imagine pas Michel Sapin à Washington dire bah oui, nous ne respecterons pas nos 3% et nous avons besoin de 2 ans de plus. C'était juste pas possible. Ça fait la une du Wall Street Journal, on ne peut pas se le permettre. On marque une pause. Est-ce que Manuel Valls vous a convaincu? Vous me répondrez. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Retour avec Charles Gave, il est le président de Gave Car Research. Christian Parizeau, chef économiste de REL BGC. Bruno Vandrib, le président d'AvantQuest Software et président du collège éditeur de logiciels au Syntec Numérique, membre fondateur de Croissance Plus. Pas mal de réactions d'auditeurs. Sur Twitter, l'Institut des Libertés cite « L'idée que l'État puisse réguler la technologie me fait hurler de rire », signé Charles Gave. Il y a aussi Stéphane qui en a marre d'entendre parler du déficit par rapport au PIB, 3%. Il préférait qu'on regarde le vrai déficit entre dépenses-recettes, et là, c'est vrai qu'on est au-dessus des 25% avec plus de 86 milliards de déficit en 2013. Réaction de Jérôme. Alors, on se fait un peu allumer. C'est sympathique, vous allez voir par mail. Vous me faites bien marrer. Le PDG d'Orange lui-même a estimé à Bruxelles, a exprimé son inquiétude sur la multitude d'opérateurs télécoms se référant aux États-Unis où il y en a beaucoup moins. J'aime vos commentaires prétextes pour faire passer encore la pensée libérale. Allez-y, Christian Parizeau. Juste un petit point. C'est un autre problème, je pense. C'est pas un problème seulement de nombre d'opérateurs, c'est un problème de taille d'opérateurs. Le problème qu'ils ont aux États-Unis, c'est que je pense qu'il manque un peu de concurrence. C'est même l'inverse aux États-Unis. Mais ce qu'il faudrait en Europe, c'est des opérateurs européens. Et c'est pas forcément ces 4 opérateurs européens. Là, il n'y a pas de problème. On va nous faire le coup de l'Airbus, des télécoms. On a voulu des Airbus en tout. Le même Jérôme écrit vous avez donc connu une queue, Bruno Vandrib, de plus d'1h30 pour avoir un téléphone. C'est pas vrai, France Téléphone installer la ligne et le poste à domicile. Comment peut-on raconter n'importe quoi? Alors, je vais absolument pas raconter n'importe quoi. Je vous fais juste non, parce que non seulement je connais très bien France Télécom, mais j'ai travaillé avec les services de Rennes dans les années 80, qui à l'époque commençaient à démarrer les déploiements de la télécopie et du fax. On a été les pionniers du fax sur micro-ordinateur, travaillé avec Matra Communication. Donc, je voudrais dire à ce monsieur que effectivement, à l'époque, France Télécom était une organisation tentaculaire où les notions de service, le mot de client n'existait pas parce qu'on parlait d'usagers, étaient totalement inconnus et où les tarifs et les prix qui étaient fixés par l'État, justement, étaient déjà en décalage total par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays. Et je me félicite tous les jours que France Télécom soit devenue Orange, avec malheureusement, bien sûr, toutes les difficultés de changement et d'organisation et de tout ce qui va avec. Et pour revenir sur le monsieur qui disait que Orange lui-même dit qu'il y a un problème de nombre d'opérateurs, Stéphane Richard, oui, c'est normal, il défend son beefsteak. Je veux dire, de toute façon, maintenant rappelons quand même que maintenant, tous les patrons français de ces grandes entreprises, en tout cas ceux qui viennent souvent du sérail de la fonction publique, d'accord, ont pris l'habitude et sont drogués à la relation avec l'État et n'hésitent jamais, dans l'intérêt de leur actionnaire d'ailleurs, à faire une petite demande à l'État. C'est pas de l'ultralibéralisme, c'est l'inverse. Moi j'aimerais que l'argent des contribuables il serve à de meilleures choses qu'à des décisions stupides. Vous avez le droit, écrit Philippe, d'avoir un avis sur tout, mais pourquoi un ministre, en l'occurrence Arnaud Montebourg, élu de la République, alors on n'est pas élu ministre, il est élu mais il n'est pas élu ministre, devrait ne pas avoir d'avis? Supprimons donc le gouvernement, laissons le marché gérer comme il le fait si bien, en recréant perpétuellement des bulles que nous finissons toujours par payer. Qu'est-ce qu'on répond à cet auditeur On répond ça, c'est une réponse. C'est une réponse. Il a le droit d'avoir un avis, le ministre. D'abord, l'auditeur a le droit d'avoir un avis. Bien entendu, le ministre a le droit d'avoir un avis. Mais encore une fois, il y a un certain nombre de domaines où l'État, parce qu'il a le monopole de la violence, a le droit d'exercer son pouvoir. Et il le fait, on espère bien, dans le domaine de la justice, par exemple. J'ai pas l'impression que les Français soient très satisfaits de leur justice. Ou dans le domaine de la police, j'ai pas l'impression qu'ils soient particulièrement contents de l'ordre républicain qui règne. Ou dans le domaine de la diplomatie, j'ai pas l'impression que le prestige de la France soit un plus haut en ce moment. Bref, qu'est-ce qu'il a à foutre avec les télécommunications, l'État ? Pourquoi l'État devrait-il se préoccuper de faire, encore une fois, des machines à laver, des téléphones? Quel est le seul pays au monde où le président de la République nomme 400 directeurs présidents de sociétés, comme Orange? Ça n'existe dans aucun autre pays démocratique. On nomme 400, mais enfin bon, après il y a tous les opérateurs d'État. C'est pas qu'il n'y a pas qu'Orange, il nomme tous les présidents d'un nombre de sociétés du secteur. Alors, le problème, c'est qu'il a un avis, Arnaud Montebourg. Mais quand on fait entrer la Caisse des dépôts pour balancer 300 millions pour être sûr qu'au bout il remporte SFR, c'est au-delà de l'avis. Là, c'est de l'interventionnisme. Alors, la question, on clôt après, Bruno. Non, mais la question, elle est différente. La question, c'est le niveau de ministre et compétences. Vous le savez très bien, avec le jeu des chaises musicales dont vous parliez tout à l'heure, qu'il n'y a rarement plutôt de connexion entre la compétence sur un secteur donné et le fait qu'un ministre soit choisi. À partir du moment où le ministre a des décisions de faire de l'interventionnisme d'État, d'accord, on se pose le problème de la connaissance profonde des sujets dont il s'occupe, tout simplement. Je veux dire, comment peut-on, en arrivant, je dirais, avec quelques hauts fonctionnaires pour vous aider à comprendre un dossier, aussi intelligent soit-on,
Comment peut-on, en arrivant dans un domaine dont il ignorait tout, dont on ignorait quasiment l'existence il y a 6 mois ou il y a 1 an, en quelques semaines, savoir déjà ce qui est le mieux pour l'ensemble des entreprises françaises d'un secteur? Je pense qu'un peu d'humilité, c'est pas mal non plus. Non, mais je voudrais dire un truc ici. Il y a pas simplement. Le ministre serait-il compétent? Il y a des domaines où l'État n'a rien à faire. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat. Il y a des domaines où on sait très bien qu'il y a tout un tas de pays qui n'ont pas de ministre des télécoms, et ça marche pas plus mal. Il y a une autorité de régulation, mais il n'y a pas de ministre qui s'occupe de ça. Je veux dire, cette espèce de façon de penser que l'économie ne peut pas marcher sans l'État est une idée farfelue. On a répondu. Oui, alors, on avait question quelque chose qui s'appelait le plan et qui n'a pas montré sa grande efficacité en termes de gestion de l'économie. Oui, mais là, vous allez avoir les réactions. Regardez Airbus, regardez Concorde qui fut une réussite. Non, mais alors, voilà. Concorde, on a perdu tout ce qu'on a voulu. À l'arrivée. Bon, à l'arrivée, on a perdu des milliards et des milliards et des milliards. Ça a été une vitrine merveilleuse technologique pendant des années. Il y a juste un point, je pense que il y a un rôle de l'État, à mon avis, c'est un rôle de facilitateur, de règle du jeu, de mise en place de certaines choses. C'est pas forcément choquant. On peut pas dire non plus laisser l'État, pas d'État du tout, laisser l'économie. L'État, c'est le droit. Il faut un milieu. Il faut une régulation. Regardez sur les marchés financiers, si on laisse aucune régulation, c'est la loi de la jungle. Et ben vous êtes sur une affaire comme le Bitcoin. Vous voyez que c'est Internet, c'est la loi de la jungle. Et puis derrière, vous avez des crises majeures. Et là, vous êtes sur un domaine qui n'est pas du tout régulé, le Bitcoin. Qui n'est pas dérégulé. Mais d'un autre côté, on peut tomber sur l'autre extrême en disant on va tout réguler, système chinois où vous pouvez pas sortir vos capitaux de Chine, vous faites pas ce que vous voulez. Il n'y a pas de crise. Il y a des créances douteuses dans les bilans des banques, mais vous n'aurez jamais une crise financière en Chine parce que tout est régulé, tout est caché. Et puis là, on s'aperçoit que c'est en train de monter cette bulle d'endettement et on est dans une économie qui est en train de se déréguler et on voit qu'il y a des risques en Chine, mais on se dit ça va pas éclater parce que il y a cette régulation qui bloque tout. Donc je pense pas que c'est le meilleur exemple non plus. C'est l'autre extrême. Ouais. Donc il faut quelque chose, à mon avis, un peu au milieu. Il faut mettre les règles du jeu, mais il faut pas non plus. Juste un mot. Bruno Van Rieb. Je crois que je comprends où est le débat. En fait, après il y a des tenants du plus ou moins libéraux qui pensent que l'État doit plus ou moins intervenir. Et là, le débat existe et les opinions existent. Il faut qu'il y ait la loi, c'est tout. Voilà. Mais par contre, il y a une chose il y a une chose sur laquelle on n'insiste pas assez, et c'est ça qui nous inquiète en fait ici lorsqu'on discute et on l'a pas dit. C'est quand l'idéologie se mêle de l'économie. Et c'est là où il y a un problème. À la différence de cet auditeur qui pense que BFM n'est qu'un bastion du libéralisme, je pense que c'est plutôt un bastion du bon sens. Et je crois que c'est plus de ça dont il est question dans ces débats. Et je crois que ce qui inquiète au niveau de Montebourg, ce n'est pas forcément l'interventionniste qui peut, comme vous le dites, parfois se justifier. Il peut arriver parfois qu'il y ait un problème et qu'un ministre ait un rôle à jouer. Et après tout, c'est bien leur rôle et ils sont bien là pour ça. Mais le problème, c'est qu'on sent quand même derrière cela une espèce de fond idéologique qui prédétermine les décisions et qui ne sont pas l'analyse des faits, mais l'analyse de ce qu'on pense des faits pour pouvoir agir. Et ça peut inquiéter dans le cadre de quelqu'un qui peut agir sur l'économie. On ne rappellera jamais. Alors donc Arnaud Montebourg, il peut avoir un avis, mais il est allé au-delà de l'avis. Il est donc intervenu avec la puissance publique. C'est pas un homme comme les autres. Et on ne rappellera jamais assez que, encore une fois, début 2012, il écrit Free a fait plus pour le pouvoir d'achat que Sarkozy en 5 ans, et que 2 ans après, il considère que Free est un passager clandestin. Il faut choisir. On ne peut pas systématiquement avoir une opinion qui va avec le sens du vent. Et bref. Réaction, Monsieur Montebourg n'a pour l'instant réussi qu'à faire chuter l'investissement en France de 77%, écrit Gilles. Il pense différemment. À propos des 3%, Monsieur Sapin, Alexandre écrit c'est une croissance marketing, une fois de plus. Et Surya écrit quelle est donc la source de Charles Gave sur le fait que la Banque de France achète des titres émis par la Caisse de la Sécurité sociale? Son bilan. Si ce sont les titres de créances négociables, la Banque de France organise le marché mais n'intervient pas dessus. Son bilan. Hein, je crois. C'est la liquidité. Bon. Disent-ils, mais les positions augmentent. Est-ce que Manuel Valls vous a convaincu? Je ne rentre pas dans le détail des mesures. Est-ce que vous êtes différent? Vous voyez les choses différemment depuis 3 jours? Bruno Van Rieb. Voilà. Non, mais sans rentrer dans le détail des mesures, 2-3 choses qui me semblent importantes. La première, c'est je ne peux pas m'empêcher de penser en écoutant Manuel Valls, et quel que soit le ton et le contenu du discours, de se dire que tiens, on a enfin eu le discours d'un président de la République avec un petit peu de souffle et un petit peu de vision personnelle. Ce que François Hollande n'a jamais donné finalement, cette impression d'être porté par quelque chose, d'être porté par une volonté, de sentir d'avoir une mission. Ça, c'est clair. Bon. Et d'aimer son pays. Et d'aimer son pays, ça, on le sent. Et de ce point de vue-là, c'est un peu rassurant pour un Premier ministre. D'accord. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, par rapport à Manuel Valls, on sent bien que quel que soit ce qu'il promet, les dates des 2016, 2017, 2018 sont des dates qui sont très vraisemblablement après qu'il soit encore en fonction. Donc ce sont les promesses qui vont être quand même difficiles à vérifier.
Et donc il y a quelque chose d'un petit peu étrange. Tout le monde l'a souligné, le calendrier trop lointain. Voilà. Et bon, le calendrier très lointain. On a le temps de faire. Moi, je veux dire, je lui donnerais bien un blanc-seing à ce monsieur, mais je me dis qu'il y a quand même un petit problème de date, d'accord. Et enfin, un troisième élément, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne doute pas une seconde de la sincérité de Manuel Valls. C'est drôle parce que des fois, je méfie des politiques, mais lui, je ne doute pas de sa sincérité. En revanche, quand on voit que sur les ministres du gouvernement, il n'y en a que 2 nouveaux et que tous les autres étaient ceux de l'ancienne équipe de Jean-Marc Ayrault, avec un éloignement idéologique assez fort par rapport à Manuel Valls, moi, je pense surtout que, et je me pose la question, est-ce que François Hollande n'est pas finalement un grand mitterrandien qui a pris son Rocard, c'est-à-dire son futur concurrent en 2007, et l'a mis dans une situation où il ne peut qu'échouer pour pouvoir éviter de l'avoir en face de lui à la prochaine présidentielle. Voilà mon sentiment. Oui, c'est le scénario du machiavélisme politique qui est de plus en plus acheté. Charles Gave, notre nouveau Premier ministre, écoutez, d'abord, réaction. J'ai bien aimé les parties émotionnelles de son discours. À la fin. Là. À la fin. Et d'ailleurs, il a même la voix émue et il ne le fabrique pas. Et il ne le fabrique pas. Je pense pas. Voilà, ça ne se fabrique pas. C'est un merveilleux acteur. C'est la première fois que j'entends un homme de gauche depuis très très longtemps dire qu'il aime son pays. C'est quelque chose que je n'avais pas entendu. Et pour moi, c'est extraordinairement important. Donc émotionnellement, je crois qu'on doit toujours pouvoir discuter avec un gars qui aime son pays. Puisque je crois que c'est la caractéristique de beaucoup de Français d'aimer leur pays. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Ça me semble extrêmement important. Le deuxième point, c'est que son discours, ça m'a fait penser un peu à ces inventaires de Prévert. Vous savez, il y avait, vous avez 5 milliards par-ci, 1 milliard par-là. J'ai rien compris. Pour être parfaitement honnête, je suis pas plus idiot qu'un autre, j'ai rien compris. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Ça ne s'attaque pas au problème, puisque le problème, c'est l'hypertrophie de l'État en France qui fait 57% du PIB. Il nous a détaillé les dépenses et pas les économies, ça on est d'accord. Non seulement ça, mais il n'a même pas attaqué le problème. Pour que vous soyez un politique de bonne qualité, il faut que vous ayez une vision. Quelles sont les 2 visions que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir une vision, la croissance vient de l'État, en quelque sorte l'État est la solution, ou vous pouvez avoir la vision, le problème aujourd'hui c'est que nous avons trop d'État et qu'il faut réformer l'État. Il me semble que tout le monde dans le monde entier nous dit que le problème de la France c'est le deuxième, il faut réformer notre État. Donc il aurait dû nous faire un discours de programme en disant ce genre de dépenses ne vont plus être du domaine de l'État. C'est un peu ce qu'il a fait avec les administrations locales. C'est pas anodin, l'annonce de la réforme territoriale datée. Pas loin, alors elle est datée à 2021, mais elle est datée. Bon. Donc il a fait un petit effort dans ce sens, mais la réalité c'est qu'il faut changer littéralement un peu ce qu'avait fait Schröder en Allemagne. Schröder en Allemagne, il avait dit les enfants ça marche plus et il a pas menti, il a fait des réformes de fond, moyennant quoi il a été battu. Mais à mon avis, un homme d'État qui fait des réformes qui sont nécessaires et qui est battu à l'arrivée, sa stature grandit au fur et à mesure que le temps recule. Et je crains que les hommes d'État que nous avons en France aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps recule, leur stature diminue. Et j'espère que Valls va être celui dont la stature va grandir. Le problème, c'est que faire des grandes réformes, c'est très bien, mais quand tout le monde est en train de s'ajuster au même moment et que la croissance est plutôt fléchissante, c'est plus difficile que lorsque vous le faites tout seul dans votre coin et que le reste du monde vous porte. Et c'est vrai que quand on regarde Canada, Suède, Nouvelle-Zélande, ils ont quand même fait des réformes de fond à des moments où la conjoncture internationale le permettait. En ce moment, c'est quand même pas le Pérou. 92-94, je peux vous en parler en connaissance de cause, il y avait une croissance très médiocre, tout le monde vous expliquait, personne n'a vu arriver la bulle Internet, personne n'a vu arriver la croissance de 94 à 2000, j'ai été à des grandes réunions d'investissement en 94 aux États-Unis, et tout le monde était noir comme de l'antre, donc ne me dites pas que les réformes de Suède, ça a été après coup, on s'est rendu compte, et on a peut-être eu de la croissance, parce qu'il y a des gens qui ont fait des réformes, et c'est peut-être pas le contraire, on n'a peut-être pas eu l'idée, c'est peut-être si on fait des réformes, on a de la croissance, et non pas, il faut attendre d'avoir de la croissance pour avoir des réformes, parce qu'à ce moment-là, on attendra toujours. Hein. Pour clore ce sujet sur Manuel Valls, le climat économique est-il crédible pour que ce discours de politique générale puisse prendre corps et que véritablement on aille vers du mieux? Enfin, c'est ça un peu la question, Christian Paris. Moi, je vais vous répondre. Alors là, plutôt ma vision économique. Si vous regardez les solutions qu'on apporte, hausse des impôts, déficit, à chaque fois on dit oui, mais on le voyait déjà avec la droite. C'est-à-dire qu'on a la gauche aujourd'hui qui prend une mesure, mais on dit mais on l'avait déjà fait avant avec sous Nicolas Sarkozy. Regardez réduction des avantages fiscaux pour les emplois auprès
auprès des ménages. On dit oui, mais ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. Donc on est en train de me dire que la même mesure a été faite, a été poursuivie sur quelque chose qui a été... Et beaucoup d'exemples, hein. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. À chaque fois, on nous dit c'est la gauche et la droite, ils ont fait la même chose. Et donc j'ai le sentiment, et c'est là où il y a une vraie différence, c'est de la com, c'est de la politique. On change de gouvernement, on annonce de nouvelles mesures, mais in fine, les solutions qu'on a, et on a toujours ce même problème, c'est qu'on pas structurellement. Et réformer structurellement, le problème, c'est que dès que vous dites aux Français on veut moins d'État, tout le monde est d'accord, mais dès que vous commencez à fermer une école, un hôpital, tout le monde manifeste dans la rue. Donc c'est ça le problème, c'est que je pense que l'opinion publique faut vraiment que l'opinion publique soit mature, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait des politiques qui soient prêts à communiquer sur ça et qui est prêt à prendre ce risque politique. Vous savez, Mark Twain avait... C'est ça le gros problème aujourd'hui de la France, à mon avis, c'est qu'on n'a pas une opinion publique qui voit la gravité, à mon avis, de l'économie, qui voit la gravité des contraintes économiques aujourd'hui, et on n'a pas encore cette opinion qui est suffisamment mature pour accepter ça. On préfère accepter. Mais il n'y a pas que l'opinion qui n'est pas mûre. Vous avez plutôt que de baisser les salaires. Donc, je crois que c'est la classe politique qui n'est pas mûre. L'opinion est mûre. Hein. Moi, à mon avis, l'opinion est tout à fait mûre. C'est la classe politique qui n'est pas. Hein. Non, mais moi j'ai débattu avec Pascal Cherki qui m'expliquait il y a 3 jours que il fallait pas hésiter à aller à 5 ou 6% de déficit et surtout pas céder aux diktats libéraux de Bruxelles. Enfin, vous voyez, c'est de la classe politique, c'est pas de l'opinion publique. Là, il est député de Paris. Dans ce cas-là, il y aura un arrêt des marchés qui ne prêteront plus à la France, et bon, ça réglera le problème. Vous savez ce que disait Mark Twain, qui avait une merveilleuse phrase. Rapidement, parce que je veux qu'on dise un mot de la BCE. Je ne suis pas contre le progrès, je suis contre le changement. Oui. Je crois que c'est le drame de la France, c'est qu'on n'est pas contre le progrès intellectuel. Par exemple, tous les Français, tous les hommes politiques français sont pour la technologie, mais ils n'aiment pas Google, mais ils n'aiment pas Amazon, mais ils n'aiment pas YouTube, mais ils aiment l'idée de la technologie, mais ils n'aiment pas la technologie qui existe. C'est curieux quand même. C'est souvent un peu schizophrène, c'est vrai, et notamment dans les postures que l'on prend. On va vers l'évidence qui va être comprise facilement par tout le monde et on évite la complexité qui demande un petit peu plus de temps. On a 30 secondes pour expliquer, il faudrait 2 minutes, donc on fait sur 30 secondes et donc on fait le simple et l'évident qui généralement s'avère faux. Je voudrais quand même tordre ce fantasme de l'opinion publique qui est prête aux réformes. Oui, l'opinion publique est prête aux réformes, mais pas aux mêmes. Avec 50% de l'opinion publique qui pense qu'il faut beaucoup plus d'État et 50% de l'opinion publique qui pense qu'il en faut beaucoup moins. Donc, être prêt aux réformes, il y a toujours 50% des gens qui sont prêts à descendre dans la rue si la réforme elle n'est pas de leur bord. Donc soyons quand même un petit peu raisonnables. Et le seul moyen de faire ces réformes, on le répétera jamais assez, c'est lorsqu'un président élu qu'il a l'Assemblée à sa main, il a 3 mois pour faire le job. Pas plus, pas moins. C'est là où il doit tout lancer. 100 jours. Et c'est vrai que... Et c'est ça. Et tant que ça ne sera pas fait comme ça... Mais il a fait beaucoup de réformes. Il a augmenté les impôts comme un fou. Non, mais il a fait ses réformes. Il a fait ses réformes. Il a fait ses réformes. J'ai pas dit qu'il en a pas fait. J'ai dit qu'il a fait des réformes dont on connaît le résultat. Non, mais ce qui est terrifiant, c'est d'avoir fait quelque chose pendant 20 mois et de faire exactement. Non, mais arrêtons de raconter. Non, mais arrêtons de raconter cette histoire de l'opinion publique qui est prête. Et autre chose, je rappelle également que dans les écoles d'économie, dans la façon dont on enseigne l'économie aux Français depuis maintenant 20 ou 30 ans, et vous le savez, vous avez même fait des émissions là-dessus, Nicolas, fait que les gens qui ont un niveau d'études supérieures ont été biberonnés à l'idée que l'État peut tout, que l'État sait tout, que le chef d'entreprise, il est là pour licencier. Vous le savez, vous l'avez lu dans les livres d'économie de première et autres. Et donc, vous avez aussi les gens qui sont passés par le cursus scolaire, qui n'ont pas forcément reçu au moins une vision équilibrée, je n'ai pas dit libérale ou autre, équilibrée, qui leur permettent de trancher. Donc avec ça, on est mal barré. On s'est bien rendu compte que lors du vote de la question de confiance, on a un peu, ils ont eu un peu les jetons, honnêtement. Et le problème, c'est que c'était la question de confiance, c'était fondamental, solennel. Là, quand on va être sur des textes précis, genre pacte de responsabilité, il est maintenant plus certain. Il est plus certain que le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale sur des textes bien précis. C'est là où ça va devenir très très compliqué. Cet auditeur qui nous tapait dessus en remet une couche, bastion du bon sens libéral, écrit-il. Et je crois qu'après Croissance Plus, je vous le donne, vous le lirez à la suite. Bref. Je le conseille. Libéral, ça veut dire ami de la liberté. Donc si je me fais traiter de libéral, ça me gêne pas du tout. Moi, je lui conseillerais de lire ce livre Pulp, le libéralisme expliqué aux débutants, parce que ça lui éviterait d'employer un terme en répétant des mots dont il ne comprend pas le sens, d'accord. Le libéralisme comprend beaucoup de choses et pas seulement le libéralisme économique. Personnellement, je ne me suis jamais réclamé comme libéral, je précise, mais j'ai du respect pour le libéralisme parce que c'est un corpus idéologique qui comprend des choses très intéressantes, y compris la liberté individuelle. Et donc, je conseille à cet auditeur de s'informer avant de traiter les gens. Un petit point de détail, le libéralisme, ce n'est pas une doctrine économique, c'est une doctrine juridique. C'est comment organiser la société pour que les gros ne martyrisent pas les petits, ne les mettent pas en esclavage, les petits se débrouillent pour ne pas massacrer les gros, parce que c'est au travers des émeutes, et le troisième, pour éviter que l'État emmerde tout le monde. On a trouvé à la fin du XVIIIe quelque chose qui s'appelait les Lumières, qui permettait
aux gens de fonctionner entre eux et de ne pas s'entretuer. Le libéralisme, c'est en économie et en droit, c'est les Lumières, ça n'est rien d'autre. Donc quelqu'un qui est contre le libéralisme est contre les Lumières. Ce que j'ai voulu dire, monsieur, c'est que simplement je voulais qu'il lise ce livre. Qu'il lise cet enfant. De quoi il on parle. va clore le sujet libéralisme. Il reste au lieu d'avoir je vais donner à Christian Parizeau. C'est les Lumières. De toute façon, moi maintenant, je suis sorti de ce débat. J'ai remarqué qu'il y avait des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et si je regarde la manière dont notre pays est managé, avec effectivement, Christian Parizeau le disait, chacun qui fait globalement la même chose que l'autre en accusant l'autre d'avoir été le premier à le faire. On a 5,5 millions de chômeurs, on a 3,2 millions de smicards, on a 2 millions de gens en RSA, on a 12 millions de personnes qui comptent les euros à la fin du mois, on a 8 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Mais ne changeons rien, si le système actuel est bon, si le système actuel est bon, on n'en serait pas là. Je suis désolé. Si le système, le PIB par habitant baisse en France. Hein. On n'a plus le temps, mais c'est incroyable. La BCE doit-elle payer, Christian Parizeau? La BCE. Est-ce que maintenant, ça y est, il faut qu'elle lâche les chiens parce que c'est plus possible? Non, la BCE, elle est dans le cadre de son mandat. Aujourd'hui, ils ont une vraie inquiétude sur l'évolution des prix. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut aller retenir de M. Draghi. Il nous a dit une appréciation de 10% du change effectif de l'euro, c'est moins 0,4 et à moins 0,5 sur l'indice des prix. Je vous rappelle l'indice des prix aujourd'hui, 0,5%. Donc si l'euro continue à s'apprécier, ça met une très grande pression sur l'indice des prix. Et je vous laisse imaginer, demain, Eurostat nous publie un indice des prix en Europe, moins 0,3. Et là, ils ont un vrai problème. Parce qu'ils ont un problème qu'aujourd'hui, les agents économiques ou les marchés vont peut-être commencer à anticiper la déflation en Europe. Attention. Un point de détail, la Suède aujourd'hui est à moins 0,6. Elle n'est pas dans l'euro. Hein? Il ne faut pas quand même se tromper. Ce phénomène déflationniste est un phénomène mondial. S'imaginer qu'il n'existe qu'en France, les prix de gros sont en baisse aux États-Unis, sont en baisse en Allemagne, sont en baisse en Chine. Donc vous avez un phénomène déflationniste mondial. À quoi ça sert d'en parler? La BCE n'y peut rien. La BCE, en tout cas, tout le monde, FMI, Banque mondiale, tout le monde lui demande d'y aller. L'idée qu'en remettant d'argent dans le système, on va recréer de l'inflation. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent vraiment pas une appréciation trop forte de l'euro, pas parce que l'euro est trop fort, c'est parce qu'une appréciation trop forte de l'euro attise les tensions déflationnistes. Et le problème, c'est que quand c'est autoréalisateur, quand les gens anticipent la déflation, on en sort très, très difficilement. Donc c'est pas à dire, ils peuvent faire quelque chose, mais c'est de la com aussi. C'est de la communication. Il faut éviter que qui marche pas. On va s'arrêter là. Marche pas. On est en train de... La politique fait de la com, la Banque centrale fait de la com, et les économies ne marchent pas. Il faudrait peut-être commencer à faire des trucs qui marchent plutôt que de la com. Il faudrait que ce soit le chien qui remue la queue et pas la queue qui remue le chien, quoi. Voilà, par exemple. On se fait complètement allumer par les auditeurs pour terminer cette semaine. On se retrouve lundi.